Alors, je vais donc, au nom des membres du jury de ce prix, vous présenter le lauréat, c'est-à-dire ce livre intitulé La Patagonie. Perrine Lequerec n'en est pas son premier livre. Elle a déjà à son actif plusieurs publications. Ce qui fait que le jury s'est un moment demandé si le livre que nous avait envoyé son éditeur était bien un premier recueil. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour saluer le travail de cet éditeur qui est bruxellois. Je ne sais pas s'il est présent ou représenté ici. Et puis même plus généralement, tout le travail accompli de longue date en Belgique pour l'édition de la poésie de langue française. De fait, Perrine Lequerec s'est illustrée déjà dans différents genres, romans, théâtre, pamphlets. Et finalement, elle ne s'est consacrée de manière spécifique à la poésie, me semble-t-il, qu'assez récemment. Et d'ailleurs, certains poèmes ont été publiés isolément, en revue ou dans des plaquettes, mais c'est la première fois qu'elle réunissait un ensemble qui constitue absolument un recueil de poèmes. Donc, elle entrait dans les règles du prix. C'est-à-dire que la poésie semble avoir pris une importance croissante dans son travail, même si elle était déjà présente dans ses récits. Et cette évolution me paraît intéressante parce qu'en général, c'est le contraire. Les écrivains, certains écrivains en tout cas, pas mal d'auteurs, commencent leur carrière en écrivant des poèmes, puis se tournent vers d'autres genres, et notamment vers le roman, dans l'espoir sans doute de conquérir un public plus large. Bien loin de ces considérations littéraires, je crois que Perrine Lequerec est venue à la poésie sous la pression d'une nécessité toute intérieure et avec finalement tout l'acquis de son travail d'écriture antérieure, ce qui contribue à mes yeux à faire de ce coup de C un coup de maître. Alors je m'excuse au passage de ne pas trouver l'équivalent féminin de cette expression qui témoigne, n'est-ce pas, du machisme invétéré de notre langue. Mais je profite aussi de l'occasion pour dire que, rappeler que notre prix a couronné jusqu'à présent une majorité d'auteurs femmes. Alors, c'est vrai que ces écrits antérieurs revêtaient déjà une dimension poétique, notamment par le souci qu'elle y montrait d'inventer un langage qui lui soit propre, éloigné des standards habituels de la communication littéraire. La fonction poétique du langage, disait Jacobson, c'est celle qui fait porter l'accent sur la forme même du message. Et il y a quelque chose de ce souci dans la Patagonie, et pour marquer les distances qu'elle prend dans ce livre vis-à-vis du récit romanesque ou autobiographique, elle prend soin de préciser ceci. Je n'écris pas une histoire, mais une langue. Je n'écris pas une situation, mais une forme. Je n'écris pas des personnages, mais des langages. Reste à savoir de quelle forme et de quelle langue il s'agit. Et sans vouloir dévoiler les secrets de nos délibérations, je ne cacherai pas que cette interrogation a donné lieu à quelques débats. Et comme j'ai personnellement beaucoup soutenu ce livre, avant d'en faire l'éloge, je vais me faire l'avocat du diable en reprenant les questions qui étaient soulevées dans ce débat. D'abord, s'agit-il de poésie ? Après tout, le mot n'est pas inscrit sur la couverture. Et d'ailleurs, il n'apparaît guère, si je me souviens bien, dans le livre. On y trouve un certain nombre de poèmes en vers libre, mais aussi une majorité de courts textes en prose qu'on pourrait qualifier, comme le fait le préfacier, de récits brefs. S'agit-il de poèmes ?
Je répondrai oui, si on veut bien se souvenir que depuis Baudelaire, il existe quelque chose comme un poème en prose, et que le poème en prose peut prendre une allure narrative, comme c'est souvent le cas déjà dans le spleen de Paris de Baudelaire. Ce qui contribue à donner à ces textes, même visuellement, l'aspect d'un poème, ces textes en prose, c'est qu'ils tiennent tous dans l'espace d'une seule page, et comme les poèmes en vers. Et cette délimitation est souvent un moyen pour donner à la prose la condensation propre à la poésie. Mais, diraient les esprits chagrins, ce mélange vers-prose n'introduit-il pas dans ce livre une certaine discontinuité, voire une certaine hétérogénéité, qui peut décevoir un lecteur qui attend d'un recueil de poèmes une certaine harmonie, une certaine unité? Eh bien, je lirai à cet esprit chagrin le début de la préface des petits poèmes en prose, où Baudelaire, s'adressant à son ami et éditeur Arsène Housset, écrit ceci qui est toujours très, très étonnant quand on le relit aujourd'hui. Mon cher ami, je vous envoie un petit ouvrage dont on ne pourrait pas dire sans injustice qu'il n'a ni queue ni tête, puisque tout au contraire, il est à la fois tête et queue, alternativement et réciproquement. Considérez, je vous prie, quelles admirables commodités cette combinaison nous offre à tous, à vous, à moi et au lecteur. Nous pouvons couper où nous voulons, moi ma rêverie, vous le manuscrit et le lecteur sa lecture. Enlevez une vertèbre et les deux morceaux de cette tortueuse fantaisie se rejoindront sans peine. Hachez-la en nombreux fragments et vous verrez que chacun peut exister à part. Perrine Lequerec parle elle-même à propos de ces textes d'une écriture à coups de ciseaux. Et c'est certainement une des caractéristiques majeures de la modernité poétique que l'accent mis sur la part de la rupture, de la discontinuité dans le langage poétique. Mais on oublie trop souvent que la poésie a toujours été un art de la coupe, de la découpe. Le vers lui-même est une ligne coupée, une ligne qui s'interrompt avant d'arriver au bord du cadre de la justification. Dans la poésie versifiée, ces coupes étaient intégrées dans une certaine régularité, et le vers libre et le poème en prose les ont mises plutôt au service de la diversité, s'écartant ainsi de l'idéal d'unité et d'harmonie qui était celui de la tradition poétique, pour exprimer les expériences nouvelles que nous offre la vie moderne et que Baudelaire plaçait déjà sous le signe de la diversité, qu'il s'agisse, je le cite, des soubresauts de la conscience ou de la vie des villes énormes où se mêlent les populations et les choses les plus diverses. Cette diversité affecte aussi la langue de la poésie, qui, au lieu de se cantonner dans le registre noble et élevé qui a été longtemps le sien, s'est ouvert à une grande variété de tons, de styles, de lexiques. On rencontre dans le livre de Perrine Lequerec des mots, des tournures qui relèvent d'un niveau de langue familier et qu'on pourrait qualifier de prosaïque. Mais dans le contexte où il s'insère, il contribue à réaliser le miracle, c'est le titre d'un texte de la Patagonie, mais c'est aussi le mot de Baudelaire dans sa préface au petit poème en prose, le miracle d'une prose poétique assez souple et assez heurtée pour dire cette réalité rugueuse à étreindre que la poésie moderne doit affronter selon le vœu de Rimbaud à la fin d'une saison en enfer. Parce que cette recherche d'une forme et d'une langue irrégulière et singulière ne relève pas d'une démarche purement formelle et encore moins formaliste. Il me semble qu'elle naît du besoin d'exprimer une expérience
elle-même marquée, on le sent à chaque page de ce livre, par bien des heurts et des ruptures. Perrine Lequérec dit « Il n'y a rien de plaisant à lire, rien de confortable, rien de réconfortant. » Mais c'est parce que ce qu'elle cherche à dire est foncièrement dérangeant, de nature à déstabiliser non seulement le lecteur, mais l'auteur elle-même, je crois, la conduisant à enfreindre toutes les conventions, non seulement littéraires, mais sociales, morales. Je voudrais vous lire, parce qu'au fond, elle dit tout ça beaucoup mieux que moi, un des textes où elle formule le plus fortement son projet. Ça s'intitule « Miracle ». Je n'écris pas une histoire, mais une langue. Je n'écris pas une situation, mais une forme. Je n'écris pas des personnages, mais des langages. Je n'ai pas besoin de sentiments, d'anecdotes d'amour. Je veux des puissances, des mots ajustés, des possessions, des folies, des guérisons. Je veux des volumes, pas des décors, pas des déguisements, pas des costumes. Je me fous de la narration, de la progression. Je marche dans la boue, je tombe à genoux, je frappe au cœur. Chaque mot est une découverte, une horreur, une solitude. 2 mots sont un miracle. Les recherches interrogent, soulèvent le sujet, l'écorchent. L'écriture est une anatomie. Elle sort chaque organe, le pèse, soupèse, le dissèque. Je passe des mois à remettre dans ce corps écartelé les organes étudiés. Je referme, suture au fil de crin, au fil rouge, au fil noir, la peau de mon support, ses poumons remplis d'eau et de pierre. Tant qu'il ne respire pas, je ne respire plus. Nous supprimons l'air entre les mots. Il n'y a rien de plaisant à me lire, rien de confortable, rien de réconfortant. La langue s'essuie au regard humide, luisante elle pénètre, s'insinue si bien aiguisée qu'elle scarifie, laisse trace, devient trace. Ce qui se donne à lire dans ce livre, c'est notamment la souffrance d'une enfance qui, nous dit-on, sent toujours le carnage, la violence militaire, la violence familiale, l'injustice sociale, la détresse des sans domicile fixe et des malades mentaux. L'écriture de Perrine Lequérec se rapproche souvent du cri, qui s'oppose à la recherche d'un beau et haut langage. Mais cette violence même lui confère une intensité que je n'hésiterai pas, pour ma part, à qualifier de poétique. En effet, Perrine Lequérec ne cède jamais à la tentation de l'expressionnisme, à laquelle succombent souvent les poètes qui croient nous émouvoir en étalant à longueur de page leurs états d'âme et leurs malheurs, et qui confondent le lyrisme avec le pathos. Le jury du prix a rencontré beaucoup d'exemples de ce style dans les livres qui lui ont été soumis. Perrine Lequérec a su trouver, à force de précision et de concision, pour dire ses affects, une langue et une forme qui à la fois les exprime et les sublime, pour créer ce que j'appelle, après René Char, une matière-émotion. Beaucoup de ces textes ont une résonance nettement autobiographique, mais ils ne composent pas un récit de vie conventionnel et linéaire. Ce sont plutôt des souvenirs, des images qui reviennent par flash, des fragments d'existence qui ont d'autant plus de présence qu'ils ne sont pas pris dans la trame d'une narration continue. Et par conséquent aussi, ils ne restent pas enfermés dans la sphère de la vie privée, de l'histoire personnelle. La souffrance qui s'avoue dans ces textes reste ouverte à la douleur des autres, au désordre du monde. Dans son expression la plus forte, le lyrisme n'est pas l'expression narcissique de l'ego et de ses sentiments personnels, mais celle d'une émotion qui fait sortir de lui-même, le poète,
pour le porter à la rencontre des autres et du monde. Ce qui donne aussi pour moi à l'écriture de Perrine Lecquérec sa qualité, proprement et indiscutablement poétique, c'est un sens du rythme qui est devenu rare, y compris chez ceux qui écrivent en vers réguliers. Pour donner du rythme à ces textes, elle retrouve un des procédés les plus caractéristiques et finalement les plus classiques de la poésie, qui est la répétition. La répétition est une des sources du rythme, à condition de ne pas être mécanique et de laisser place à la variation, de manière à produire non pas une simple redite, mais comme en musique, une reprise qui fait avancer et qui relance le mouvement de l'écriture. Ce rythme, fait de répétition et de variation, on peut l'entendre aussi bien dans les poèmes en vers libre que dans les textes en prose de Perrine Lecquérec. Je vais lire d'abord un exemple de poème en vers libre. Il s'intitule « Le continent ». Nous sommes, bientôt vous verrez. Nous avons traversé plus de déserts, plus de famine, plus de guerres, plus de dictatures, plus de violence, plus de mensonges, plus de promesses, plus de temps. Nous connaissons les âmes, les fous sont parmi nous, notre chair naît guerrière, nous sommes à quelques meurtres de vous. Mais aussi en prose, voici un poème intitulé « Passé ». On parle toujours d'elle au passé, comme si elle était déjà enterrée, alors qu'elle se tient là, debout, devant eux. C'est vrai, tête baissée toujours, ne pas croiser le regard de son père. Tête baissée toujours, ne plus espérer le regard de sa mère. Tête toujours penchée, épaules toujours rentrées, corps toujours plié, âme toujours entachée, cerveau toujours débordé, mains toujours affolées, yeux toujours brûlés, cœur toujours écharpé. Mais vivante, non? J'ai volontairement choisi deux textes où s'exprime le plus crûment la violence guerrière et familiale, et pourtant, la manière dont elle est écrite et criée me paraît faire de cette violence une source de vie et non de mort. C'est comme cela que je comprends la chute surprenante et superbe du second texte, mais vivante, non? Vie, violence, ça va de pair, chantait Claude Nougaro. On sait depuis Freud qu'une des manifestations du traumatisme, c'est la tendance à se répéter, à le répéter. Mais c'est aussi grâce à la répétition de certaines paroles, de certains gestes, que l'on peut en maîtriser l'impact, comme l'enfant qui joue à lancer loin de lui et à ramener vers lui une bobine, mimant ainsi le départ de sa mère, tout en se donnant l'illusion de la voir revenir. La répétition peut être le moyen à la fois d'exprimer et d'exorciser le traumatisme. C'était sa fonction dans les chants de deuil que connaissent tant de traditions orales. Plus près de nous, Henri Michaud, qui est né non loin d'ici, et qui a traversé bien des épreuves personnelles et collectives, a su formuler et illustrer cette fonction réparatrice de la répétition et de la poésie. C'est la préface du recueil intitulé précisément « Épreuve, exorcisme ». Je le cite. « L'exorcisme, réaction en force, en attaque de bélier, est le véritable poème du prisonnier. Dans le lieu même de la souffrance et de l'idée fixe, on introduit une exaltation telle, une si magnifique violence, unie au martèlement des mots, que le mal, progressivement dissous, est remplacé par une boule aérienne et démoniaque, état merveilleux. » C'est à une telle conversion
de la souffrance en poésie que me semble parvenir dans ce livre, les plus attachants de ce livre, que je ne saurais trop vous inviter à lire dans son intégralité, car s'y donne à entendre tout au long une voix singulière et singulièrement prenante. Je commence par un très bref poème de 3 vers intitulé « Voisin ». En rentrant chez elle, elle a croisé un papillon qui dévalait l'escalier, sans jamais toucher le sol. Le dernier, et je conclurai en laissant la parole à ce texte, avant de la donner à Perrine Le Quérec, s'intitule « Fracas ». Ma petite est point brillant au bout du pré, au bout du drap. Je lui apprends les gestes qu'autrefois ma mère m'a appris. Défroisser et plier les draps, je lui apprends ce que je sais, parce qu'un jour je ne serai plus là, et qu'en face d'elle, sa propre fille étendra ses bras trop courts pour attraper un angle puis l'autre, et que dans le sourire de sa fille, entrevu au loin, au-dessus de l'immensité houleuse, ce sont les souvenirs de ce moment qu'elle défroissera, le ciel pommelé au-dessus de nos têtes, l'herbe crue qui recouvre nos pieds et nos rires mélangés au fracas de coton blanc.